Nous en parlons depuis des semaines. Les députés européens ont enfin approuvé le 20 avril dernier des règles pour les crypto-monnaies, le fameux règlement MiCA. Objectif, lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, mais également protéger les consommateurs. Pour faire le point, notre invité aujourd'hui est Romain Sagui, directeur des opérations chez Conhouse. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine. Romain Sagui, merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. C'est l'épilogue, je le disais, d'un long processus législatif. Pourquoi c'est un message fort qui est envoyé au secteur des cryptos, Romain Sagui? Parce que MiCA, c'est un cadre réglementaire qui est unique au monde et qui va apporter de la visibilité et de l'harmonisation à l'échelle de l'Union européenne. Et ça n'existe pas ailleurs. On y reviendra, mais typiquement, les États-Unis ne sont pas du tout encore à ce niveau de maturité. Et donc, maintenant que le texte MiCA est adopté, en tant qu'entreprise européenne, il faut bien comprendre ce que c'est d'être une entreprise crypto aujourd'hui en Europe, avant de parler de MiCA. Vous avez des pays en Europe qui n'ont pas encore régulé la crypto, d'autres qui l'ont régulé de manière différenciée. Et même lorsque vous avez deux pays qui ont une régulation qui est similaire, par exemple la France et le Luxembourg, en tant qu'entreprise, vous devez aller vous conformer à chacun des régulateurs et déposer vos dossiers, puis être contrôlé par deux instances. Demain, avec MiCA, vous avez un cadre réglementaire harmonisé, une définition des cryptos, des attentes qui sont claires sur l'ensemble des pays européens. Et tout ça repose sur un statut, dont on va parler, j'imagine, le statut de CASP, CASP, pour Crypto Asset Service Provider, qui est en fait un statut auquel devront accéder les entreprises qui exercent des activités régulées en crypto au niveau européen. Et elles auront quelques mois pour le faire, évidemment, on va en reparler. Je le disais, lutter contre les activités spéculatives, contre le blanchiment d'argent, protéger les consommateurs, réguler ces entreprises crypto, c'est ce que vous disiez, étrangères des fois. C'est quoi l'objectif du règlement MiCA? C'est tout ça à la fois? Oui, et au niveau européen. C'est-à-dire qu'il existait déjà avant MiCA des réglementations. Typiquement, la France a cette particularité dans l'univers crypto d'avoir été une des pionnières à réguler les activités de l'écosystème, déjà depuis mai 2019, avec la loi Pacte, où vous avez déjà en France une régulation avec un statut PSAN, prestataire de services sur actifs numériques, et des règles de lutte anti-blanchiment, de connaissance client qui s'appliquent aux acteurs qui opèrent en France. Mais pas forcément partout en Europe, et surtout pas aux acteurs étrangers qui, depuis l'étranger, pourraient adresser le marché français ou le marché européen. Donc l'objectif de MiCA, c'est vraiment qui s'est d'ailleurs beaucoup appuyé, on y reviendra sur les textes français, c'est de proposer ce cadre harmonisé de façon à ce que tout citoyen européen en fait, puisse se tourner vers des acteurs qui soient régulés par les autorités européennes, qu'ils puissent bénéficier, comme vous l'avez dit, de protection sur la lutte anti-blanchiment. C'est évidemment normal, mais aussi sur la transparence des frais, sur la transparence de la communication sur les différents produits qui sont proposés. On y reviendra, mais MiCA s'appuie beaucoup, dans sa version actuelle, sur des textes existants qui déjà régulent la finance traditionnelle. Et donc, on va appliquer ces pratiques à l'écosystème crypto au niveau européen. Des voix s'élèvent pour dire que ce règlement ne sera pas suffisant pour réguler le secteur. Vous allez nous donner peut-être votre avis. Moi, je me suis posé la question en préparant cette émission. On passe de quasiment pas de régulation, en tout cas, comme vous le dites, au niveau national, en France, etc., mais pas de régulation au niveau européen, à toute cette réglementation. Moi, je me suis demandé, est-ce que MiCA peut, d'une certaine manière, créer un choc exogène dans le secteur, sur les entreprises du secteur? MiCA est un choc, clairement, pour le secteur. En fait, selon qui vous êtes, MiCA va être une incroyable opportunité ou une barrière indépassable. Il faut voir que ce corpus de texte, derrière, il va avoir des contraintes très concrètes, en pratique, dans la gestion des entreprises. Ça va représenter des personnels, des compétences à avoir, des outils, ce qui veut dire concrètement des centaines de milliers, voire des millions d'euros tous les ans pour maintenir ce niveau de conformité. Ce qui veut dire que si vous êtes une entreprise dont l'activité n'a pas de taille critique suffisante pour pouvoir assumer cette réglementation, vous disparaissez ou vous consolidez. Et donc, ça, c'est effectivement le choc qu'attendent, le mur, si vous voulez, qui va être devant beaucoup de projets crypto qui ne pourront pas passer la barrière de MiCA. Et effectivement, ça va être le choc exogène que vous décrivez. Après, pour les projets ou les entreprises qui ont la taille critique, qui peuvent porter, on en reviendra comme Coinhouse, on le prépare depuis déjà plusieurs mois, plusieurs années, qui peuvent passer cette barrière de MiCA, alors vous avez une opportunité, puisque vous pouvez déjà adresser l'ensemble du marché européen avec une seule et même régulation. C'est censé aussi permettre de limiter la distorsion de concurrence. Aujourd'hui, vous avez de nombreux acteurs qui travaillent sur le même marché, mais dans des conditions réglementaires qui sont dissociées, et donc vous ne partez pas sur la même ligne de départ. Et puis, c'est censé aussi permettre de faciliter l'adoption.
si vous avez un cadre réglementaire qui est plus strict, harmonisé au niveau européen, normalement, les citoyens européens, les entreprises européennes devraient être plus rassurés de l'encadrement et donc adopter plus facilement ces actifs-là. Comment va se passer la transition alors vers MiCA maintenant que le texte est adopté? Qu'est-ce que ces entreprises du secteur vont avoir à faire dans les prochains mois? MiCA a été adopté au Parlement, oui. Il a été accepté par les ministres des Finances européens il y a une dizaine de jours, il doit maintenant être publié au journal officiel et ça, ce sera la fin de son processus législatif. À partir de là, vous avez une échéance de 18 mois pour l'application effective de MiCA, donc fin 2024. Sauf si vous êtes déjà un acteur enregistré PSAN en France, par exemple, et il y a une liste de l'AMF avec une 70 acteurs à peu près qui le sont, qui eux vont bénéficier de ce que l'on appelle une clause grand-père, c'est-à-dire un délai complémentaire de 18 mois pour se mettre en conformité, puisqu'ils respectent déjà une partie de la régulation. Donc vous avez déjà la transition va s'organiser en fonction de ce délai, selon qui vous êtes. Et vous avez deux façons, pour caricaturer, vous avez deux façons de le faire. Soit vous y allez étape par étape, soit vous faites le grand saut d'un coup. D'accord. Étape par étape, pourquoi? Parce que le MiCA au niveau européen s'appuie, on l'a dit, sur le PSAN français. Et le PSAN français, vous avez deux niveaux. Vous avez l'enregistrement. L'enregistrement, il vous impose des règles en termes de connaissance de vos clients, par exemple de vérification d'identité et de lutte anti-blanchiment. Donc ça, c'est obligatoire en France, il faut l'avoir. Vous avez ensuite l'agrément français qui met une marge supplémentaire sur des activités de conseil, par exemple, sur la ségrégation des fonds, sur des minimums de fonds propres. Et puis vous avez MiCA qui rajoute encore une couche, par exemple, sur l'encadrement des stablecoins. Et donc je pense, il est probable que beaucoup d'entreprises, en fait, à travers ces 18 ou 36 mois, vont passer par ces différentes étapes pour progressivement intégrer l'ensemble des contraintes. Parce que concrètement, ça veut dire quoi, se mettre aux normes européennes lorsqu'on est fournisseur aujourd'hui de services de cryptoactifs? C'est pour ceux qui ont déjà, c'est ça, respecté ces premières étapes-là, ça va être plus simple. Pour les autres, ça peut être un parcours du combattant. Je vous donne des exemples très concrets. Ouais. Quand on parle de lutte anti-blanchiment, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir en interne chez soi des équipes de conformité, donc des gens qui ont un set de compétences particuliers, donc il faut recruter, trouver, ce sont des compétences rares, qui ont un coût, et puis des outils qui vous permettent à la fois de lutter contre le blanchiment quand vous recevez des euros ou que vous renvoyez des euros, mais aussi de faire de la traçabilité des cryptos elles-mêmes sur les blockchains. Est-ce qu'on peut être aidé, accompagné sur la méthode, justement? Alors, vous avez tout un tas effectivement de conseillers, qu'il s'agisse de cabinets d'avocats spécialisés ou que ce soit des entreprises qui vous aident ou des fournisseurs qui vous aident et qui vous fournissent leurs solutions. Encore faut-il les intégrer vous-même avec vos équipes techniques, avec vos compétences. Voilà. Donc là, il y a une double question, si vous voulez. Est-ce que vous êtes capable de le faire assez vite dans le calendrier? Et est-ce que vous avez les moyens de tout faire et d'être en conformité au moment où le coup près tombe? Quels sont les cryptoactifs? Vous parliez des stablecoins. Quels sont les cryptoactifs aujourd'hui pris en compte par MiCA? Alors, il y a effectivement, la plupart des cryptos connus, en réalité, sont prises en compte avec des sous-catégories qu'il s'agira de repréciser. Enfin, l'autorité européenne des marchés financiers devra préciser les guidelines des sous-catégories, mais vous avez Bitcoin, Ethereum, les stablecoins, la plupart des cryptoactifs que l'on connaît. En revanche, MiCA, ou en tout cas le législateur écrivant MiCA, s'est refusé de légiférer pour l'instant sur la finance décentralisée et ses applications, et sur les NFT. Avec une philosophie qui me semble plutôt bonne, qui est de dire on n'a pas encore assez de recul, on n'a pas encore une assez bonne connaissance de ces cryptos pour pouvoir légiférer proprement, et donc il faudra les couvrir dans un futur texte. Est-ce que c'est pas comme ça que ça marche beaucoup? C'est-à-dire qu'on légifère bien après, on a laissé faire le marché. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas légiférer avant que quelque chose n'arrive, ou alors vous êtes sûr de tomber à côté. Ce qui est risqué, en revanche, c'est de légiférer trop tôt, en n'ayant pas encore bien compris l'ampleur du sujet. Par exemple, sur les NFT, si les NFT avaient été intégrés à MiCA, donc MiCA est quand même un texte qui est orienté, il faut le garder à l'esprit, comme une régulation de marché financier. Mais quand vous faites des NFT, vous avez des cas pratiques qui ne sont pas du tout liés à de la finance. Vous faites de la supply chain, vous faites de la traçabilité, vous faites du CRM ou de la connaissance client. Ça peut n'avoir rien à voir avec la finance. Donc si vous appliquez des règles financières à une industrie qui n'est pas financière, vous allez juste tuer l'innovation. Donc c'est une très bonne chose au contraire de s'être laissé le temps avant de réguler cet aspect-là. Il nous reste une petite minute, je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Réguler peut donc accroître la compétitivité de certains acteurs, notamment des acteurs français et européens face aux acteurs étrangers. Ça peut être une belle opportunité pour la France aujourd'hui, ce règlement MiCA. Tout va dépendre de la mise en pratique. MiCA, c'est un texte qui est aussi bon que ce que l'on pouvait espérer, mais c'est un texte. Donc MiCA, c'est la théorie. Maintenant, la question, ça va être, en pratique, qu'est-ce qui se passe? Et notamment, si demain, vous avez des entreprises européennes qui sont régulées et qui respectent cette réglementation et qui portent la charge de cette réglementation, et des entreprises étrangères qui ne le sont pas,
quels sont les pouvoirs à la main des régulateurs pour empêcher ces entreprises étrangères d'adresser les citoyens européens. Or, aujourd'hui, dans l'expérimentation française, ça a été un échec. Le cas de FTX, il y a quelques mois, l'a bien montré. C'était une entreprise aux Bahamas. Ça ne l'a pas empêché d'adresser les citoyens français et de les mettre à risque. Donc, ces questions pratiques-là, on va y être très attentifs dans les 18 à 36 mois qui viennent, parce que c'est ce qui va faire la réussite de ce texte ou son échec. Ça pourrait être quoi les prochaines étapes pour ceux qui nous disent aujourd'hui que ce règlement-là n'est pas suffisant? Alors, il faudrait savoir sur quoi il n'est pas suffisant. Il y a en fait deux travaux qui restent à mener, deux grands angles de travaux qui restent à mener. Déjà, il y a des périmètres de l'écosystème des cryptos au sens large qui ne sont pas couverts. Finances décentralisées, NFT, on l'a dit, c'est normal, ça viendra en son temps et il y aura un travail spécifique là-dessus. Également sur les security tokens, et ça fait partie d'un autre texte. Et puis, il y a l'application concrète de ces textes. L'autorité des marchés financiers européenne doit préciser ses guidelines sur la classification des cryptos. L'autorité bancaire européenne doit préciser les éléments de contrôle sur les stablecoins. Et les acteurs du secteur attendent aussi de voir concrètement ce qui va être attendu en termes d'outillage et d'exigences en pratique au quotidien quand vous devez vraiment mettre en place un texte. Et une petite question, Romain Singuet, c'est-à-dire que pendant les 18 prochains mois, là, les épargnants n'auront donc pour l'instant aucune protection, c'est ça? On va encore avoir 18 mois de flou. En France, vous avez un statut PSAN. Nous, on a été les premiers acteurs enregistrés PSAN en France. Rien n'empêche non plus de demander l'agrément français PSAN qui prépare à l'agrément MiCA. Donc en France, vous avez déjà une régulation, vous avez un cadre fiscal, vous avez un cadre comptable. Donc en France, vous avez déjà un cadre qui existe. Et puis si vous n'êtes pas en France, vous pouvez travailler avec une entreprise française. Appelez-nous. Merci beaucoup Romain Singuet d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes directeur des opérations chez Conhouse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine.